Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Rencontre de haut niveau entre les autorités mauritaniennes et le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Le ministre des Affaires étrangères est venu rassurer son voisin après les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Les sanctions adoptées pour non-respect du calendrier électoral. La lutte contre la pauvreté en Égypte. Pour combattre ce fléau, le gouvernement a mobilisé au cours de ces dernières années plus de 6 milliards de livres égyptiennes. Et puis focus sur un important projet d'électrification rurale au Cameroun. Ce projet, qui vise à électrifier 687 villages, pourrait voir le jour cette année. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la tenue des prochaines élections municipales en Centrafrique. Le scrutin doit se dérouler le 11 septembre 2022, une grande première depuis 30 ans. Une information divulguée ce mercredi par maître Barthélémy Mathias Morouba, président de l'Autorité nationale des élections. L'ANE s'est déjà lancée dans l'organisation de cette échéance électorale. Une délégation s'est rendue en ce sens au Cameroun, où une séance de travail était organisée en présence de plusieurs représentants d'ambassades. Le Mali tient à rassurer ses voisins après les sanctions imposées par la CEDEAO. Dans cette optique, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est rendu en Mauritanie, où il s'est entretenu avec les autorités. Le chef de la diplomatie malienne a tenu un discours rassurant, affirmant que le gouvernement malien allait privilégier la voie du dialogue pour mener à bien le processus de transition. Joël Ballot. Selon la presse malienne, la crise politique qui sévit résulte d'une mauvaise gouvernance et des violations des droits humains par des groupes armés. Des mots qui ont amené le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à réitérer ce 18 janvier en Mauritanie comme en Russie l'engagement du Conseil national de transition à trouver le bon équilibre entre les aspirations du peuple et les demandes de la communauté internationale. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. La crise politique qui cristallise le pays depuis 18 mois a entraîné le retard dans la tenue des élections, ce qui n'a pas manqué d'interpeller la communauté africaine, notamment la CEDEAO, qui a émis des sanctions envers cet État, notamment la fermeture des frontières avec de nombreux pays frontaliers. Avec de telles sanctions imposées par la CEDEAO, nous allons tout droit vers une reconfiguration économique de l'espace ouest africain, avec le renforcement de l'axe Bamako-Conakry et l'axe Bamako-Nakchak. Pendant plus d'une décennie, après les crises intervenues en Côte d'Ivoire en 2002, l'axe Bamako-Dakar avait été l'axe privilégié par le Conseil malien des chargeurs. Et aujourd'hui, avec cette crise, de plus en plus aujourd'hui, certains observateurs estiment qu'il faut aller vers un nouveau modèle économique permettant de développer des ports à sec dans la région de Caille et même dans la région de Sikasso, qui va permettre alors de diversifier très vite, notamment les différents partenaires portuaires, notamment du Mali. Des sanctions qui ont amené le colonel Assimi Goïta à lancer un appel ce 14 janvier aux Maliens pour une mobilisation générale sur tout le territoire et à la prière pour trouver un consensus politique rapide. L'actualité, c'est aussi la déclaration en Tunisie du Conseil supérieur de la magistrature en réponse au décret émis par le président Kais Saied. Les membres de l'instance ont indiqué ce 20 janvier par la voix de leur président Youssef Bouzaker qu'ils continueront à exercer leurs activités indépendamment de cette directive présidentielle. Directive rendue publique la veille et qui met fin aux primes et privilèges dont bénéficient les membres du Conseil. Leur chef espère qu'il ne s'agit pas là d'un moyen de pression. 6 milliards de livres égyptiennes, c'est le montant mobilisé par l'Égypte au cours de ces dernières années pour lutter contre la pauvreté. Pour aider davantage les citoyens, le gouvernement prévoit également une revalorisation salariale, une mesure qui s'appliquera aux fonctionnaires. Nathalie. De 2015 à 2022, l'Égypte a consacré 6 milliards de livres égyptiennes, soit 38 milliards de dollars, à la lutte contre la pauvreté.
Ces chiffres ont été rendus publics par le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a rappelé que la lutte contre la pauvreté était son principal objectif lors de son élection en 2014. Le chef d'État égyptien a relevé que ce défi reste prioritaire dans ce pays qui s'est soumis à un programme d'austérité en 2016 et continue de subir l'impact économique du Covid-19. Il est clair que les politiques d'austérité et la Covid ont été des facteurs qui peuvent justifier un accroissement de la pauvreté, du nombre de pauvres en Égypte. Mais à côté de cela, l'inflation a augmenté de 57,8%. Sur le terrain, par contre, la pauvreté ne recule pas. Le nombre d'Égyptiens vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 27,8% en 2015 à 29,3% en 2021, d'après des chiffres officiels. Un échec des politiques de lutte contre la pauvreté du président Al-Sisi, selon des observateurs. Pour eux, le fléau évolue en Égypte du fait de la coupe des allocations sociales accordées aux pauvres. Dans un pays comme l'Égypte, on parle de 99 millions, 100 millions d'habitants et pas forcément un rythme de croissance de la population qui n'est pas forcément corrélé avec le rythme de croissance des revenus qui sont collectés par le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas que le défi des personnes pauvres à gérer. Le 18 janvier 2022, le président égyptien a annoncé une hausse d'environ $172 du salaire minimum dans le pays. Une mesure qui s'ajoute au programme gouvernemental de 100 milliards de livres égyptiennes lancé au cœur de la pandémie de Covid-19 pour préserver les emplois des citoyens. En République démocratique du Congo, les citoyens ont constaté une hausse des prix des carburants. À Goma particulièrement, le prix du litre d'essence est passé en une semaine de 2150 à 2300 francs congolais. Une augmentation qui vient ainsi impacter le transport urbain. Joël Ballot. À Goma, en République démocratique du Congo, les usagers éprouvent des difficultés à se ravitailler et à se déplacer depuis une semaine. Pour cause, l'augmentation du prix de l'essence à la pompe qui passe de 2150 francs à 2300 francs congolais. Une hausse qui, selon le ministère des hydrocarbures, s'explique par la pénurie du fait que les marketeurs locaux recourent à une sorte de rationnement. Il y a aujourd'hui une sorte de chantage à l'endroit du gouvernement auprès duquel ils exigent le paiement du manque à gagner ainsi que la révision des prix à la pompe à la suite de la hausse du baril. La rareté du carburant qui entraîne la hausse de son prix est d'autant plus visible dans les stations-service et les petits points de vente. Une fluctuation du prix du baril au niveau de l'approvisionnement mondial qui entraîne la hausse du prix des transports urbains. Les produits pétroliers dans la zone est de la République démocratique du Congo viennent généralement de Kenya et donc à partir du moment où les approvisionnements posent problème du sud de la régulation, bien sûr, il y a un impact sérieux sur les prix parce qu'en général, les grands fournisseurs ne sont pas présents sur cette partie de la République. Ce sont les indépendants qui jouent. La spéculation n'est pas très loin de toutes ces hausses de prix, mais c'est quelque chose qui va se régler assez rapidement. Comme Goma, Lubumbashi, Maniema ou encore Bujimaï ont subi en 2021 une rupture d'accès aux hydrocarbures dont les conséquences ont toujours été les mêmes, l'augmentation du prix des transports. Une situation difficile à gérer pour les Congolais, d'autant plus que le pays fait déjà face à la crise sanitaire qui affecte tous les secteurs d'activité. 2022, année où pourrait être lancé un important projet d'électrification rurale au Cameroun. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba. Objectif de ce projet, électrifier plus de 680 villages dans les régions de l'extrême nord et de l'est notamment. Plus de précisions avec Mildred Yamou. Le projet d'électrification rurale dans les zones mal desservies du Cameroun pourrait démarrer cette année 2022. Selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba, ce projet vise à électrifier 687 villages dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est, du sud-ouest et du nord-ouest du pays. 2022 est une année charnière qui correspond à la revue à mi-parcours du projet, mais également au démarrage effectif de la phase pilote de réalisation des branchements à travers le fonds Revolving qui va concerner les zones périurbaines et urbaines. Opération qui vise à terme la réalisation de 163 000 branchements sociaux en partenariat avec le fournisseur Eneo. Le projet, qui bénéficie d'un apport financier de la Banque mondiale d'environ 85 milliards de francs CFA,
comprendra notamment l'électrification de plus de 417 localités et la réalisation d'environ 120 000 branchements à l'horizon 2025 dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, ce qui devrait améliorer les conditions de vie de près de 2 millions de personnes. Ce projet du gouvernement camerounais s'inscrit en droite ligne du 7e objectif de développement durable des Nations Unies, à savoir apporter une énergie propre aux populations et à des coûts abordables. L'un des objectifs est le développement inclusif des différentes catégories sociales. Ainsi, l'un des piliers qui concerne l'insertion économique voit effectivement son implémentation à travers cette électrification rurale qui permettra un développement des activités, mais aussi un mieux-être des populations. Ainsi, on pourra donc créer les conditions de croissance plus forte et durable que souhaite le chef de l'État. Ça permettra donc de réduire le fossé social et de permettre que les 73% d'énergie électrique du Cameroun soient effectivement consommés. Au Cameroun, la crise sécuritaire ainsi que des lenteurs dans le processus de passation des marchés entraînent des retards dans l'exécution des travaux d'électrification rurale depuis 2020. Cependant, pour l'année 2022, les autorités s'engagent pour le démarrage effectif des travaux d'accès à l'énergie dans les zones défavorisées et le paiement des indemnisations. C'est un roman social complexe. Maougoubé, la voix de Dieu, évoque les enfants rejetés par leur famille. À travers cet ouvrage, son auteur Vincent Dossou Sodjinou propose aussi des solutions pour accompagner ces enfants en quête d'identité. Notre correspondant Leftionou est allé à sa rencontre. Un enfant renié, en souffrance et en quête de vérité, de son identité, de bonheur et d'amour. C'est l'histoire que raconte l'écrivain Vincent Dossou Sodjinou dans son roman intitulé Maougoubé, la voix de Dieu, paru aux éditions Eddy Livre 2019. À travers 19 chapitres, Vincent Dossou Sodjinou a abordé la problématique des enfants reniés dans nos sociétés africaines. La motivation à écrire ce roman est partie d'une rencontre que j'ai eue il y a plusieurs décennies avec une série d'enfants reniés, pas un seul. Et en écoutant leur histoire, en voyant leur souffrance quotidienne, je me suis senti interpellé. C'est vrai que je suis médecin au carrefour de la société. Sur le plan médical professionnel, j'avais pu apporter l'assistance psychologique que je pouvais apporter à ces enfants. Mais j'ai compris qu'il y a une faille dans les dispositifs sociaux pour gérer ces cas d'enfants. Dans ce roman, Vincent Sodjinou porte un regard sur la façon dont la société gère ses enfants reniés par leurs parents. Il entend susciter une volonté collective afin de trouver des mécanismes permettant d'accompagner les enfants dans la reconquête de leur identité et leur dignité. Il reste beaucoup d'efforts à faire en Afrique sur le plan social, sur le plan réglementaire, sur le plan législatif pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes qui ont trait aux enfants, mais également beaucoup de dialogue et de volonté dans les foyers, dans les couples, pour amener la paix et la cohésion. Vincent Dossou Sodjinou milite pour la réforme du code de la famille dans les pays, afin qu'une fois la preuve de paternité faite, les enfants reniés soient reconnus et qu'assistance leur soit portée. Fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé, il a publié 3 romans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.